Maintenant, on vous propose un deuxième atelier en même groupe, et cette fois-ci d'être non plus générique, mais spécifique. Vous prenez un cas concret, soit un cas que vous avez vécu dans votre alternance, soit un cas que l'entreprise, le représentant d'entreprise qui est avec vous, vous propose. Un peu comme Luc ce matin, qui dans la conférence nous a parlé concrètement, tiens, qu'est-ce que j'ai fait avec mon équipe? J'ai mis du MV, du management visuel, des points 5 minutes, on a fait de la résolution de problèmes, on a fait des réunions Teams, sous quel ordre, de quelle manière, on a communiqué, on a digitalisé, on a partagé les informations différemment. Et l'idée, c'est de dire, vous partagez ce cas-là, qui vient de l'entreprise ou qui vient de vous, et c'est très bien, et on est 10 pour travailler sur le sujet, comprendre la situation, donc poser des questions, et puis proposer des améliorations à court terme et à moyen terme, c'est-à-dire à 6 mois, 1 an, qu'on pourrait mettre en termes d'excellence opérationnelle dans cette équipe ou dans cette organisation. Est-ce que c'est clair pour vous? Prenez vraiment un cas concret et proposez des axes d'amélioration. Faisons-nous plaisir d'une certaine manière, parce qu'on a l'opportunité d'avoir des exemples d'entreprises. C'est ce qu'on fait dans d'autres écoles, qui est d'amener même les étudiants en entreprise pendant plusieurs journées pour améliorer le concret. Là, imaginez que vous êtes en entreprise, à discuter avec la personne, ou vous qui avez votre propre expérience, hein, c'est pas obligé de prendre le représentant d'entreprise, et vous dites « Ah ben voilà ce que j'ai vécu, non, finalement l'équipe fonctionnait pas bien ensemble, qu'est-ce qui faisait qu'elle fonctionnait pas bien ensemble ?» Donc voilà ce deuxième sujet. Regardez notamment 3 axes. L'axe du management. Comment est-ce que l'équipe est pilotée et managée? Deuxième axe. Vous avez beaucoup parlé d'humain. Ça se passe comment en termes de coopération, en termes d'échange, en termes de qualité relationnelle? Et troisième axe, comment est-ce qu'on peut, en termes collectifs, être plus efficace sur nos activités? Que ce soit une activité de contrôle de gestion, d'audit interne que vous faites dans votre master, ou que ce soit une activité que vous rencontrez ici avec le représentant d'entreprise. On a 30 minutes, pareil en groupe, et on aura 2 minutes à 3 minutes de restitution par groupe, ici même, où vous présenterez, voilà le sujet que nous on a perçu dans l'entreprise, qu'on a vécu en alternance ou que le représentant nous a présenté. Et puis voilà ce qu'on a imaginé mettre en place. Faites peut-être même des visuels. Voilà à quoi ressemblerait l'agenda de la réunion. Ou voilà comment est-ce qu'on attaquerait les problèmes. Ou voilà sur quel type d'outils, tel type de plateforme on pourrait partager les documents et les meilleures pratiques. C'est parti. Allons dans le dur. Soyons cette fois-ci opérationnels. Merci. Du coup, nous, on va vous présenter le cas Ubisoft. Donc, ce qu'on a marqué chez Ubisoft, c'est que l'acceptation du télétravail, elle a été assez difficile, ce qui est assez paradoxal vu l'entreprise qu'elle est, que nous connaissons, très axée numérique. Tous les collaborateurs n'ont pas accepté le télétravail de la même façon, que ce soit managérial ou opérationnel. Aussi, on a remarqué que le manager qui doit prôner une exemplarité et passer le message à ses opérationnels, c'est pas forcément le cas dans la réalité, ça peut poser des soucis au niveau des équipes. Également, on a remarqué une subtilité juridique entre le terme de télétravail et travail à distance qui peut poser problème dans les contrats, par exemple, et la nécessité d'avenant. Et que du coup, ça induit le fait que le télétravail devrait être déclaré normalement, à chaque fois qu'il est posé, pas juste informel et informer son équipe « Ah demain, je suis pas là, je suis chez moi ». Également, il y a des problèmes de communication entre les individus, donc tout ce qui est fluidité et rétention de l'information. Et finalement, on a remarqué aussi que la stratégie du site, c'est surtout les RH qui sont vraiment la police des collaborateurs, alors que ça devrait être les managers qui entourent vraiment toutes les équipes, et c'est ça qui pose problème. Donc, face à tous ces problèmes, on a essayé de réfléchir à quelques solutions. Les solutions principales ont été de négocier un accord de télétravail avec l'entreprise. Pour l'acceptation du télétravail par les managers, on oblige du coup une journée de télétravail par semaine au minimum, et on crée des avenants au contrat pour pouvoir régler tous les problèmes managériaux. On a pu voir que dans certaines entreprises, une plateforme a été dédiée pour déclarer les jours de télétravail effectués par chaque salarié, et donc on s'est dit qu'on pouvait la mettre en place également chez Ubisoft. On a un contrôle interne renforcé du coup grâce à cette plateforme. On cherche à apprendre aux managers comment télétravailler. On trouve que c'est important, que tout le monde ne sait pas comment télétravailler, et les managers qui sont un petit peu récalcitrants et n'ont pas envie d'adopter le télétravail, on peut leur apprendre, les former. Le TAMA, travailler autrement, manager autrement, qui sert du coup à former les managers pour
le télétravail. Et sur le long terme, on s'est dit qu'on pouvait emmener toutes les équipes le même jour pour pouvoir garder le lien social. Voilà. Très bon retour d'expérience. Deuxième groupe, c'est parti, allez. Donc nous, on s'est basé sur un cas que nous a recommandé notre professionnel qui intervient avec nous aujourd'hui. Donc lui travaille dans une association qui met en relation des propriétaires et des personnes en précarité, que ce soit des migrants ou des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des logements. Et donc il met à disposition des logements pour les héberger. Et la problématique qu'ils ont aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à l'état des lieux qu'ils vont faire à l'entrée pour constater dans quel état sont les logements et l'état des lieux à la sortie après l'utilisation que ces personnes vont en faire. Et donc aujourd'hui, ces rapports, ils sont uniquement en version papier, donc ça prend beaucoup de temps, c'est pas pratique parce qu'il faut les rescanner derrière, donc ça engendre beaucoup de processus qu'on pourrait facilement effacer avec la digitalisation. Et donc, on a commencé à réfléchir à quelques solutions. Donc, c'est de mettre à disposition les travailleurs sociaux. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que c'est des travailleurs sociaux qui faisaient ce travail-là d'inventaire d'état des lieux, et donc de leur mettre à disposition une tablette pour faciliter leur travail et gagner du temps. Et je vais laisser Louis vous parler un peu plus dans le détail. Merci. Oui, effectivement, en fait, on a essayé de réfléchir à une solution donc digitalisée. Et en fait, il y a une contrainte qui est effectivement la présence physique pour ces états des lieux, dans la mesure où il y a un caractère opposable pour justifier face aux bailleurs, et également face aux occupants auxquels on joue, donc face aux migrants, face aux personnes qu'on aide. Et donc c'est pour ça que cette contrainte, en fait, ça a été une opportunité pour nous de, in fine, gagner, d'avoir des gains, puisqu'en fait, à travers donc, nos tablettes numériques qu'on donnerait à nos 14 salariés qui font ces différents états des lieux, donc ils pourraient prendre des photos et des vidéos pour les états des lieux, qui en plus a un grand avantage parce que ce serait facilement opposable à tout le monde, et également plutôt que de remplir à la main plein d'informations, ça serait directement pré-rempli, où il suffirait juste de cocher si l'état est excellent pour tel ou tel élément. Et donc effectivement, comme l'a souligné Baptiste, il y aurait un gain de temps. Il y aurait également une centralisation entre les différents travailleurs à travers des SharePoint. Et également une traçabilité donc de l'historique, voir quels travaux ont été réalisés sur tel ou tel appartement, l'historique à qui a déjà été loué cet appartement. Et donc cette solution également augmenterait notre qualité et surtout nous permettrait en fait de faire une véritable analyse des données, dans la mesure où actuellement en fait les données ne sont pas véritablement utilisé à bon escient, dans la mesure où c'est papier et scanné, mais en fait il n'en est pas fait grand chose, si je puis dire, et en fait ça permettrait également de détecter par exemple des signaux faibles pour voir si en fonction de telle ou telle donnée, tel ou tel travaux de maintenance est nécessaire. Ça pourrait également faire plein de statistiques qui seraient intéressantes. Et donc concernant les inconvénients, effectivement il y aurait un coût de l'investissement initial, puisqu'il y aurait les 14 tablettes à équiper, plus éventuellement le développement d'une application auquel on pourrait faire appel à une start-up par exemple. Donc oui, après on a un peu étudié des pistes, et ce qu'on a aussi regardé c'est ce qui se faisait dans les agences locatives aussi, donc s'il y avait des solutions pour pouvoir les reprendre directement et minimiser le coût de cette application. Et après tout ce qui est aussi lié à la confidentialité des données, parce que les appartements ils appartiennent à des propriétaires et on veut pas que ces informations aillent là où elles ne doivent pas aller. Donc il y a tout ce travail sur la RGPD, donc la confidentialité, la transparence des données. Et aussi, je ne sais pas si tu as souligné la formation aussi des travailleurs sociaux pour l'utilisation des tablettes. On pourrait, comme ça, nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait penser, mais il faut les accompagner dans ce changement-là parce qu'ils sont habitués à faire leur formulaire papier, après à les scanner. Et donc là, ça va changer leur habitude. Donc on pourrait aussi les accompagner à ce niveau-là pour que le processus engage le plus de monde possible et que, in fine, la rentabilité de ce projet soit au maximum. Voilà. Merci. Vous avez trouvé votre projet pour 2021. Troisième groupe. Bravo, très clair.
Donc nous, on a décidé de s'attaquer au problème de l'intégration d'un nouvel arrivant dans une entreprise. Donc on a identifié plusieurs difficultés qui peuvent survenir au moment de l'intégration dans l'entreprise. Donc 3 principales difficultés. La première, c'est la difficulté à avoir le matériel et les accès IT dès les premiers jours. La deuxième difficulté, c'est la compréhension des rôles dans les équipes opérationnelles et la compréhension du rôle que on va avoir en tant que nouvel arrivant dans l'équipe. Et la troisième difficulté, c'est la formation aux différents logiciels qu'on va être amené à utiliser et la qualité des formateurs pour ces applications, notamment des personnes qui ne savent pas toujours former ou qui sont pas dédiées à la formation. Donc collectivement, on a estimé que la perte en termes de temps de travail, elle est entre nous, elle est de 1 à 2 semaines de travail. Donc on a pensé à quelques solutions, notamment une fiche de poste avec tous les outils qui sont nécessaires pour occuper le poste, une journée d'intégration, une présentation des équipes, la présentation du nouvel arrivant lors des points 5 minutes qui ont lieu toutes les semaines. Et du coup, on a pensé développer ces solutions autour d'une plateforme digitale et d'un processus d'intégration que Roxane va vous présenter. Donc en fait, comme Claire vient de vous en parler, on passerait par une plateforme. Donc tout d'abord, on met en place un planning de formation pour le nouvel arrivant. Donc ça peut durer 1 semaine comme 1 mois, ça dépend un peu de la charge de travail qu'il peut y avoir. Et avec également une création de profil type. Donc pour chaque nouvel arrivant, en fait, savoir sur quel est son périmètre de travail, sur quel logiciel il va travailler. Et puis ensuite, du coup, ça nous permettra de savoir un peu sur quel logiciel le former et sur quelle tâche aussi le former également. Donc ça va être au manager, avant que le nouveau collaborateur arrive, de faire les demandes en fonction justement des profils types qu'on aura créés à l'avance. Encore avant l'arrivée, faut suivre effectivement l'état de l'avancement des accès, etc. Puisque comme Claire en a parlé, on n'a souvent pas toujours, quand on arrive, tous les accès. Donc c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps par rapport à ça. On a pensé à mettre en place une plateforme avec des checklists, etc. et des mails de rappel si par exemple, quand la personne arrive 1 semaine avant, il n'y a pas encore tous les accès. Dès lors de l'arrivée, mettre en place un welcome pack, donc ça c'est plus par rapport à l'intégration avec des points 5 minutes d'équipe, et puis ensuite donc mettre en place le suivi du planning, la passation, et puis prévoir des moments d'intégration. Donc on a parlé de team building, de gemba, donc c'est un mot japonais pour dire d'aller sur le terrain. Et ensuite, donc ça fait part de l'intégration, etc. Et puis avoir des feedbacks, mais pas un feedback par an, avoir des feedbacks mensuels ou bimensuels, par exemple. Au début bimensuel, puis ensuite mensuel, tous les 2 mois, etc. Des remontées d'irritants et des résolutions de problèmes. Et puis ensuite, donc dès que le nouvel arrivant, qui est plus nouveau d'ailleurs, mais l'arrivant part, il met à jour son profil. Donc ça fait partie du feedback, mais aussi par rapport aux tâches qui ont pu évoluer tout au long de l'année, tout ça. Voilà. Un exemple qui va bien vous concerner dans les prochains mois, les prochaines années, de toute façon. Il faut vraiment que ce process-là marche bien. Super, dernier groupe. Alors, nous, du coup, on a décidé de s'intéresser au problème du tabou qu'on pouvait avoir face à la hiérarchie et plus généralement des problèmes de communication entre les salariés et les managers ou ses supérieurs. Donc, pour commencer à aborder le problème, on a décidé de se poser différentes questions, donc avec le QQOCP, donc quand, qui, quoi, où, comment, pourquoi. On a essayé de comprendre ce que c'était en fait, d'où venait le problème des tabous avec la hiérarchie, et donc on a identifié plusieurs difficultés que pouvaient rencontrer les employés, parce qu'au final ils avaient peur de se faire virer, de se faire mal voir, peur du conflit. Au final, ils donnaient pas leur avis pour avancer, pour faire évoluer le problème. Et on s'est rendu compte que ça pouvait avoir des conséquences assez lourdes pour l'entreprise en termes d'efficacité, puisqu'on a estimé à peu près qu'un salarié qui était motivé pouvait être jusqu'à 70% plus efficace qu'un autre employé. Donc voilà, et pour faire en sorte que tous les employés soient le plus motivés possible, on a essayé d'identifier des outils d'excellence opérationnelle, et on a trouvé intéressant, par exemple, de mettre en place des outils de management visuel pour qu'au final, chaque employé ait une vision assez claire des priorités et des objectifs de l'entreprise,
pour ensuite être plus motivés. Le problème, c'est que souvent, il y a un problème en fait, de non-implication des employés dans ce processus de management visuel. Et donc, on a décidé de mettre en place aussi d'autres outils pour que ce soit plus participatif au sein de l'entreprise. Et donc, de mettre en place des outils comme des SharePoint, Trello, qui est un outil qui permet en fait, avant chaque réunion, de prévoir un ordre du jour avec des objectifs clairs et précis, où chaque salarié pourrait être force de proposition lors des réunions pour faire avancer les choses. Merci d'avoir joué le jeu.